Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 12e épisode du Seb Show dédié à la première saison de Big Brother Célébrité Québec. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve sous le vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Et malheureusement, cette semaine, j'ai manqué de temps pour vous lire. Fait que j'ai parcouru un petit peu vos messages, mais j'ai pas réussi à toutes les lire. Et surtout, j'y ai pas répondu. Je m'en excuse. Malheureusement, c'est ma grosse période au travail. Donc, ça fait en sorte que... des fois, il me manque de temps. Ça arrive. Donc, cette semaine, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu spécial. Et pas nécessairement regarder la semaine qui vient de se dérouler dans Big Brother. Bon, on s'attend que dimanche, ça va être Richardson qui va se faire éliminer. Fort probablement que... je pense que la production aimerait que Richardson gagne la rédemption pour revenir. Ça serait... je pense que ce serait leur scénario idéal pour la simple et bonne raison que... il reste 5 joueurs et par rapport au nombre de semaines qui restent, avoir 5 joueurs, c'est plus favorable côté télévisuel, ça donne un petit peu plus de hype que d'en avoir 4, où ce que là, vous allez vous retrouver comme dans une dernière semaine avec juste 3 joueurs, avec aucun enjeu, presque aucun enjeu. Ça va être un peu plate à TV, c'est ça que je veux dire dans le fond. Fait que, tandis qu'en ayant Richardson, ça permet une certaine marge de manœuvre à la production pour faire 2 semaines un peu plus remplies, on va dire ça de même, en ayant probablement les 4 derniers dans la même semaine, avec une sorte de double élimination au courant de la même semaine. Fait que je trouve que ça fait un peu plus de sens, à mon humble avis. Fait que je pense que la production va essayer de faire en sorte que Richardson puisse réussir. Est-ce qu'il va réussir? Là, c'est une autre histoire. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire à parler de cette semaine. Fait que c'est pour ça que je voulais profiter de cette semaine-ci, de ce vidéo-ci, de cette vidéo, pour vous emmener un point, parce que j'ai eu des conversations, puis l'une des conversations que j'ai eues dernièrement, dans la dernière semaine, c'était par rapport à un autre sujet que Big Brother. Et j'ai dit, j'avais dans la conversation le discours de dire, les gens qui critiquent, les gens qui blastent, peu importe, ils ont toujours ultimement raison parce qu'ils ne se commettent pas. Dans le sens que c'est facile de critiquer si t'offres rien en échange. C'est super facile. Et c'est toujours l'aspect que je déteste des critiques de films ou des critiques d'acteurs ou peu importe. C'est des gens qui restent assis le cul à la maison, qui n'ont jamais fait de film pour la plupart. Bon, d'être critiqué par Stanley Kubrick, par Alfred Hitchcock ou peu importe s'il était encore en vie, je peux te dire, bon, il y a de la valeur à la critique. Mais avoir quelqu'un qui a juste étudié le cinéma puis dire, moi je critique pour critiquer, je trouve que ça enlève un peu de poids à ce qu'ils essayent de faire. Bon, et pourquoi? Parce qu'ils donnent pas leur... comment je pourrais dire ça? Donc, ils donnent pas d'alternative. Ils disent pas, le film aurait dû être fait comme ça. Il y a telle séquence qui aurait dû être jaugée d'une meilleure façon. Il aurait dû faire telle chose à tel moment. Peut-être mieux doser l'action, mettre plus d'énergie sur le jeu des personnages. Bref, puis ça, c'était une idée que j'avais eue pour la chaîne il y a très longtemps, d'essayer de faire ça, d'essayer de prendre des films, de faire des critiques de films, mais d'essayer d'y aller de façon un peu plus proactive, de proposer pourquoi qu'il y a certaines scènes qui étaient peut-être négligées dans certains films et qui auraient dû être meilleures, et qu'est-ce que je proposais en échange de ce qui avait déjà été filmé. Et donc, avec cette conversation-là, bref, après cette longue introduction, je me suis dit, avec la conversation que j'ai eue, je me suis dit, ouais, c'est vrai que je critique beaucoup Big Brother Célébrité, je blasse souvent les joueurs, c'est tel que tel, leur stratégie. Je pense que leur stratégie, je suis bien placé pour le faire, pour la façon dont ils gèrent le jeu, vu les situations dans lesquelles je me suis mis. Moi-même, quand j'ai participé à une télé-réalité, mais en termes de concept de télé-réalité,
qu'est-ce que Big Brother aurait pu faire mieux? Et là, je pourrais élaborer sur plein de nouvelles idées. Un paquet de nouvelles idées. Je veux pas aller sur des nouvelles idées. Je veux regarder ce que eux ont créé et comment rendre meilleur un show comme Big Brother Célébrité. Pourquoi le show, en mon sens, a échoué à plusieurs niveaux, mais surtout une alternative à ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai 6 éléments que je veux vous parler par rapport à ça. J'espère que ça va vous intéresser. Je fais un test ici. Le premier élément, ça va être un élément générique. C'est facile de le dire. Peut-être moins facile de l'appliquer. Mais évidemment, c'est le choix des candidats. On l'a vu dernièrement avec les différentes entrevues. Il y a beaucoup de candidats qui ont dit oui pour aller à Big Brother Célébrité parce que monétairement, c'était intéressant. Pas parce qu'ils voulaient jouer, pas parce que le concept les intéressait, pas parce qu'il y avait une flamme en eux de fans de télé-réalité à l'extérieur ou peu importe. C'est des gens qui ont vu l'aspect monétaire, qui ont dit le domaine artistique ne travaille pas présentement, on m'offre 7000$ à aller m'effoirer dans une grosse maison de luxe. Pourquoi pas? Et ça, la production aurait dû mieux jauger cet aspect-là. Parce que le Big Brother, à la base, contrairement à Survivor, puis je vais vous expliquer la différence, Big Brother est beaucoup plus dépendant de la qualité des joueurs que vous mettez en place. Voyez-vous, Survivor a établi, au fil des années, un éventail de twists qui sont applicables dès le début, qui créent par eux-mêmes des revirements de situation qui sont le fun à voir à la télévision. Survivor a une base très solide, que ce soit les swaps d'équipes où ce que les gens se mélangent, les équipes se mélangent, que ce soit les idoles cachées, que ce soit les immunités en soi. Il y a plusieurs facettes de Survivor pour essayer de, on pourrait dire, mettre la marde ou créer des revirements de situation. Il y a les avantages aussi qui peuvent être découverts. Et ça fait en sorte que même si ton casting n'est pas parfaitement bon, Survivor est capable de compenser ça par les twists qui sont mis en place dès le début du jeu. Et donc, si ces twists-là ne rentrent pas en ligne de compte, c'est pas grave. Ils sont capables quand même de comment je pourrais dire ça, donc, de se baquer avec les twists versus les candidats, je pourrais dire. Si les candidats sont pas à la hauteur, ben ils peuvent montrer un peu plus l'aspect twist, mais pas les improviser sur le fly. C'est des twists qui sont en place dès le début du jeu. Et donc, ça devient... ils sont capables de faire un montage qui a de l'allure avec ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Survivor font un montage du show souvent des mois après que la saison soit terminée. Ils sont capables de bien démontrer certains aspects, puis sachant déjà qui sera à la fin, qui risque de gagner, ils sont capables de vraiment extraire les segments qu'ils veulent pour que ça devienne intéressant. Et ça, c'est un avantage que Survivor a sur Big Brother, puis que Big Brother aura jamais. Pas plus Love Story, pas plus... Bon, c'est plate, mais c'est comme ça. Donc, Big Brother a besoin des joueurs beaucoup plus. Alors, il faut que ton casting soit beaucoup plus solide et que tu ailles chercher des gens qui veulent réellement jouer. Et de ce côté-là, il faut que je donne raison, à certaines personnes, qu'on le veuille ou non, Jean-Thomas Jobin voulait jouer. Je peux le critiquer en tant que joueur, mais on peut pas mettre de côté que il essaye, il fait quelque chose. François Lambert, on le voit qu'il voulait jouer. Peut-être qu'il aurait refusé ces gens-là, quand même, si le 7000$ n'avait pas été là comme incitatif. Mais dans ma tête, j'ai l'impression c'est des gens qui auraient quand même participé juste pour le thrill compétitif de la chose. Kim, c'est plus dur à dire. Mais je pense que François Lambert, je pense que Jean-Thomas Jobin auraient été des joueurs qui auraient voulu participer. Je pense que quand même, quelqu'un comme Rita Baga aurait voulu participer, mais elle, peut-être dans un autre ordre d'idée, mais quand même de participer pareil, malgré qu'il n'y aurait pas eu d'incitatif monétaire. Et c'est des gens comme ça que
tu veux aller chercher des gens qui veulent jouer la game, soit qui la connaissent, soit qui sont intéressés à la connaître. Le problème est que, puis on a eu aussi Lisande qui avait l'air intéressée à participer, vraiment à participer à faire de quoi dans le show. Le problème de Big Brother Célébrité au Québec, c'est qu'en partant avec l'idée d'essayer de recruter à 7 000 $ par semaine ou à 6 000 $ par semaine, ils sont allés chercher des gens qui n'avaient pas réellement envie d'être là, qui pouvaient être colorés, mais pas nécessairement positivement non plus. C'est des gens qui étaient là pour l'apport monétaire que ça pouvait leur apporter, mais c'est des gens que ils n'avaient pas vraiment envie de jouer. Je veux dire, c'est comme... malheureusement, on le sentait. Il y a des joueurs qui étaient juste là pour être là. Pour être une figure de dire je respecte mon contrat. Et ça, de ce côté-là, quand vous montez une télé-réalité comme Big Brother, vous devez éviter à tout prix les gens qui sont là dans cet ordre d'idée-là ou de limiter le plus possible ces gens-là. Puis là, je parle de l'argent ici, mais il y a des gens qui veulent faire une télé-réalité juste pour se faire voir, entre autres. Ça aussi, il faut éviter ça. Essayer de... Pas nécessairement qu'il n'y en aille pas, mais essayer d'éviter que ces joueurs-là, d'avoir un trop gros bassin de joueurs comme ça. Il faut que vous ayez des joueurs qui soient un peu imbus d'eux-mêmes, mais imbus dans le sens compétitif de la chose. Des gens qui veulent absolument gagner. Des gens qui pensent qu'ils sont le centre de l'univers. Ça, vous pouvez aller en chercher, puis qui pensent de dire, écoute, moi, je vais écraser toutes les autres. Et ça va donner de la bonne TV. Ça va aussi vous permettre que ces gens-là vont souvent être beaucoup plus enclins à risquer à faire quelque chose plutôt que de jouer de façon très conservatrice, de dire ben, je suis ici juste pour me faire voir, fait que moi, en autant que je dure le plus longtemps possible, je vais avoir 50 000 nouveaux followers sur Instagram parce que de façon naturelle, les gens écoutent la TV. Ou comme Big Brother Célébrité, le côté ben, j'ai 7 000 $ par semaine, fait que le plus longtemps que je dure dans les semaines, ben, c'est de l'argent en cash qui rentre dans mes poches. C'est pas la bonne philosophie. Et donc, le casting de Big Brother est super important. Puis, ils ont aussi de la difficulté aux États-Unis avec ça. C'est quelque chose qui est très difficile à déceler. Mais c'est certain qu'en offrant un incitatif comme 7 000 $, ils se sont tirés dans le pied direct en partant. Ils auraient dû partir avec le principe de qui pourrait être intéressé de tout ça, voir les candidats potentiels, et s'il manquait quelqu'un, il manquait quelques spots, là, peut-être donner un incitatif monétaire, mais je pense que c'est peut-être ce qu'ils ont fait, malheureusement, puis sans incitatif monétaire réel, la majorité des gens auraient dit tout simplement non. Et le choix des candidats ben, se fait évidemment très tôt dans le processus. Et c'est quelque chose qu'il faut pas que tu manques. Puis malheureusement, tu as des candidats qui peuvent être super bons, qui abandonnent à la dernière minute. Moi, je l'ai subi. La production de Big Brother en 2010 l'a subi en voyant, c'était, je pense, 3 joueurs qui avaient finalement pas participé à l'édition qui semblait sur le papier du moins d'excellents joueurs. Puis à la dernière minute, c'est 2 ou 3 joueurs qui ont abandonné, qui n'ont pas participé. Il a fallu que le casting se change. Puis évidemment, ben, c'est plate à dire, c'est quand un casting change aussi drastiquement et que tu as bâti un peu un casting autour de ces joueurs-là, ben malheureusement, tu te ramasses à mettre des gens pour boucher des trous, ultimement, pour arriver à faire comme, ben écoute, c'est... faut faire avec. On a perdu des bons candidats, des candidats qu'on trouvait intéressants. Ben, on prend des candidats de deuxième ordre pour combler ces espaces-là. Et malheureusement, c'est sûr que ça empiète sur la qualité du spectacle. C'est inévitable. Donc, tu as toujours un risque avec les candidats. Et donc, ça, c'est une mesure. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Je trouve que c'est une mesure qui est un peu moins concrète. Tu as un peu de luck là-dedans. Mais définitivement que la façon que Big Brother Célébrité l'a géré, comment que ça a été fait dès le début par rapport à Big Brother Célébrité, ils se sont tirés dans le pied. La grande majorité des joueurs n'étaient pas là pour les bonnes raisons, bien honnêtement. Excluant ceux que je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est
à peu près les seuls qui voulaient vraiment être là pour jouer. Ou qui avaient un incitatif de jeu plus élevé. Qui auraient peut-être accepté à 2000 par semaine ou 3000 par semaine simplement pour dire, je fais de quoi puis je suis payé pour. Mais à 7000, ils sont allés chercher une bande de personnes qui n'avaient pas envie d'être là, mais qui sont allés pour l'argent. Puis pas pour gagner, mais comme je vous dis, pour avoir un salaire récurrent de semaine en semaine, puis que ça leur a fait une belle pause de cash. Dans le fond, c'est un peu ça. Deuxième chose, encore là, c'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas quelque chose qui est applicable de façon unique. C'est-à-dire que tu peux pas nécessairement le faire si, exemple, tu n'as pas la qualité des joueurs ou tu n'as pas les twists qui viennent avec. Mais c'est l'élément de donner de la latitude aux joueurs. Le problème est que souvent, comme je vais prendre un exemple comme Survivor, à Survivor, la production donne beaucoup de liberté aux joueurs. C'est-à-dire que la production n'essaye pas de contrôler le jeu ou la façon que le jeu va se dérouler. Pour eux, c'est pas grave qui se rend à la fin, comment qui se rend à la fin, c'est pas un enjeu. Même des très grands joueurs ont perdu dans Survivor. Survivor s'en fout un peu. Ils donnent la latitude aux joueurs de faire ce qu'ils veulent et c'est Survivor qui s'adapte à ce que les joueurs font. Et le meilleur exemple, je pense, dans Survivor, c'était qu'à une certaine époque, Survivor fournissait des indices pour trouver des idoles cachées. Donc, ça a commencé à Guatemala, donc la saison 11, si ma mémoire est bonne. Et donc, il donnait des indices aux joueurs et les joueurs partaient un peu à la découverte d'essayer de trouver une idole, mais en ayant gagné un indice, en ayant trouvé un indice. Et ça l'a changé avec l'apparition de Russell Hantz, saison 19, si ma mémoire est bonne encore là, Samoa. Russell Hantz est parti du concept en tant que joueur de dire la production donne des indices aux joueurs pour qu'on trouve des idoles. C'est bien beau. Mais qu'on le veuille ou non, les indices sont assez apparents. Je veux dire, il faut que ça soit clair sur papier que une idole est cachée à telle place. Fait que, la production va toujours choisir des places qui sont beaucoup plus... qui sont visuellement faciles à détecter avec les indices que tu as. Ils vont pas te dire, écoute, va sur la plage, creuse. Ils vont être beaucoup plus spécifiques sur un indice. Ils vont dire, à la base de deux palmiers qui se rencontrent ou peu importe. Bref, ou près du puits d'eau, ou bon. Fait que ça va être toujours des places très spécifiques que la production choisissait avec les indices qu'ils donnaient. Donc, Russell Hantz, partant de ce principe-là, est arrivé, il a dit, si c'est visible, si c'est une place qui est visible, j'ai pas besoin d'indices pour trouver les idoles. Je suis capable de les trouver par moi-même. Et donc, il est parti à la chasse de trouver des idoles et il les trouvait toutes. Je veux dire, il y avait juste à fouiller autour des places qui étaient visuellement faciles, qui se démarquaient de l'environnement en général. Il fouillait autour, il creusait un peu, puis il trouvait des idoles. C'est comme ça. Et il a contrôlé Samoa avec l'utilisation des idoles. Il a blindsidé un paquet de monde et tout. Et la production le laissait faire. La production aurait pu intervenir en disant non, il faut que tu y ailles avec le processus normal, avec les indices, avec ci, avec ça. Non, ils l'ont laissé aller. Puis après ça, c'est la production qui s'est adaptée face à ça. Parce que la production a commencé à faire comme finalement, on n'a plus vraiment besoin d'indices. Le monde commence à embarquer avec le principe qu'ils peuvent fouiller pour les idoles. Fait que là, ils cachaient des idoles n'importe où. Et ça l'a créé un revirement de situation que là, vu qu'avant, les énigmes étaient souvent gagnées par des compétitions, puis souvent c'était des joueurs déjà forts ou peu importe, là, n'importe qui pouvait trouver une maudite idole. Et ils ont laissé les joueurs faire. Ils ont donné de la latitude aux joueurs de faire ce qu'ils veulent. Que ce soit n'importe quel joueur qui gagne ou qui trouve une idole sur l'île. C'est pas grave, ils donnent de la latitude. Des fois, ils en ont mis une, des fois, ils en ont mis deux. Peu importe, la production a laissé aller les joueurs. Et ça donne beaucoup de latitude aux joueurs de créer des revirements de situation dans ce genre de phénomène-là. C'est que ça donne du pouvoir aux joueurs. Les joueurs ont leur destinée en main.
Dans Big Brother, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. On s'entend que de cacher une idole dans une maison, c'est pas la même chose que de la cacher sur une île. Bon. Mais le problème est que depuis. Comment je pourrais dire ça, donc? Depuis que les. Aux États-Unis, depuis que. Il y a eu 2 ères je pourrais dire. De. De Big Brother aux États-Unis. Il y a l'ère qu'on appelle l'ère de Shapiro et il y a l'ère Grudner. Et l'ère Shapiro donnait beaucoup plus de latitude aux joueurs. Et c'est l'ère que la majorité des gens qui ont écouté Big Brother aiment beaucoup plus. Donc, c'est la saison 2 à 7 de Big Brother. Après ça, il y a eu comme une ère de transition entre Shapiro et Grudner. Et là, encore là, vous avez eu un 6-7 saisons qui a été intéressante. Donc, peut-être jusqu'à la saison 13-14 qui a été intéressante. Et après ça, ça a comme dégénéré. Ça a comme shifté d'un autre bord et ça n'a pas donné un bon résultat parce que justement, la production essaye trop d'influencer le jeu, d'avoir trop de mainmise sur le jeu et ne fait pas confiance aux joueurs. Et le problème est qu'en ne faisant pas confiance aux joueurs, ben la première chose que la production pense, c'est de mettre des twists partout. Ils disent, mon Dieu, le jeu dégénère, on va mettre une twist où c'est pas le résultat qu'on veut, on met une twist, on met quelque chose, il faut créer de quoi pour conserver les joueurs qu'on veut conserver plus longtemps. Donc la rédemption, les lingots d'or, la triple nomination, peu importe, c'est toutes des twists qui sont mis de dire, est-ce que le show il est pas bon, le show va nulle part, il n'y a rien qui est créé, le monde s'endorme devant le show. On va mettre en place des twists temporaires pour essayer de faire de quoi, de provoquer de quoi. Et le problème, c'est que ces twists-là démontrent que tu ne fais pas confiance à tes joueurs. Ironiquement, les 2 moves qui auraient pu créer le plus de choses cette saison-ci, vous avez eu celui de Lisandre, qui est venu de Lisandre, qui voulait éliminer Jean-Thomas. Et vous avez eu le move de Kevin qui, pour n'importe quelle raison, émotionnelle, stratégique, je pense qu'il était émotionnel, mais en tout cas, bref, a créé un revirement qu'on ne s'attendait pas. C'est venu du joueur. Il n'y a aucune twist de la production qui a créé un revirement qu'on a comme fait « Oh man, j'ai pas vu ça arriver pantoute. » Aucun. À chaque semaine, on savait qui sortait le dimanche. Mais ça, c'était quand, évidemment, le monde ne demandait pas de sortir par eux-mêmes. Ça, je reviens au point 1. Fait qu'il faut que tu fasses confiance à tes joueurs. Il faut que tu leur donnes la latitude de dire, vous pouvez, allez-y, jouer. Jouer, j'ai mis des règles en place, allez-y, gâtez-vous. Là, cet élément-là peut pas être mis en place tout seul. Il faut évidemment que tu aies un bon casting avant. Donc, je reviens au point 1 avec ça. Et surtout, le point que j'amènerais par rapport à ça, c'est de dire, il faut que si tu as des twists, que les twists soient faits et soient imbriqués dans le jeu très, très, très tôt. Et donc, c'est pour ça que là, je reviens avec mon histoire de l'ère Shapiro versus Grudner. Arnold Shapiro, quand il avait la tête de Big Brother aux États-Unis, avait toujours la mentalité de dire, je peux inclure une twist, mais elle va être là du début de la saison, puis elle va rester toute la saison. Ça va être quelque chose qui va perdurer dans le temps, ou ça va être quelque chose qui va débuter la saison. Mais les joueurs, après ça, il faut que je laisse de la place à jouer. Et donc, c'est dans cette ère-là que vous avez eu justement le titre de patron qui a apparu. C'est là aussi que vous avez eu le veto, le pouvoir du veto qui a apparu. Mais c'est pas un pouvoir qui est arrivé random de même à 6e ou 7e semaine. Non, c'est un pouvoir que dès la première semaine, c'est voici un nouveau pouvoir, vous avez l'option d'utiliser ce pouvoir-là et ça va être un pouvoir qui va être là toute la saison. Donc là, tu fais cogiter les joueurs de faire comme, ok, c'est un pouvoir, il faut que je commence à le prendre en compte, ce pouvoir-là. Puis après ça, tu fais plus de twist. Tu fais plus de revirement. Pourquoi tu fais plus de revirement? Parce que quand tu as trop de revirements, et moi je l'ai vécu avec le Story 6, principalement, quand tu as trop de revirements, tu ne veux pas jouer de façon trop intense. Trop de twists fait en sorte que tu joues de façon conservatrice.
Je m'explique. Si vous ne savez pas ce qui s'en vient, vous n'avez aucune idée quel maudit twist la production va vous mettre en arrière de la tête, qui va vous pitcher en arrière de la tête, qu'est-ce que vous allez faire en tant que joueur? Vous allez vous dire, moi je vais jouer intensément, let's go, j'y vais, là, le pied sur la pédale, puis moi j'écrase tout le monde. Ou vous allez plus vous dire, je vais me mettre dans une alliance qui est majoritaire, puis peu importe la twist, on va avoir le contrôle du vote pareil. Puis malheureusement, c'est un peu ça l'enjeu ici. C'est qu'avec trop de twists, et c'est ce qui s'est passé aussi à Big Brother US, trop de twists font en sorte que les joueurs sont insécures. En étant insécures, les joueurs ne prennent pas de chance. Parce que tu veux pas avoir un joueur, puis vous avez eu des twists aux États-Unis qui ont très, très, très mal viré à cause que finalement, il y a un joueur qui a voulu risquer un peu plus, qui a fait un move un peu plus risqué, puis il se l'est fait balancer en arrière de la tête la semaine d'après, ou puis il a été éliminé à cause de la twist de la production, parce que puis c'est arrivé aussi un peu à Survivor. En tête, j'ai Shian, saison 5, qui s'est fait balancer une twist en arrière de la tête, puis elle s'est fait éliminer. Si la production n'avait pas balancé une twist à cette époque-là, puis je pense que la production a appris de cette erreur-là, mais si la production n'avait pas balancé la twist dans le jeu par rapport à Shian, Shian, ça serait rendu probablement 5e, 6e facilement, mais là, elle n'a même pas fait le jurer. Mais Shian était prêt à faire un move. Puis c'est ça qui arrive, c'est que dans un jeu comme ça, il faut que tu donnes la latitude aux joueurs de jouer par eux-mêmes sans trop le balancer des twists venus de nulle part. Puis je le sais que malheureusement, une fois de temps en temps, ça va mal virer de dire le groupe qui est en place, comme Jean-Thomas, François, Kim, vont réussir à écraser les autres. Mais peut-être qu'ils vont réussir pareil si tu le balances plein de twists. Puis peut-être que s'il n'y avait pas de twist, il y a peut-être quelqu'un qui aurait pris un risque, qui aurait essayé de faire quelque chose. Mais vu que tu as des twists, ben tu essaies de chercher la majorité. En ayant la majorité, ben tu sécurises ton cul pour une semaine de plus, pour 2 semaines de plus, pour 3 semaines de plus. Et la production doit apprendre à bien jauger ça. L'ère Shapiro aux États-Unis nous a appris que les twists mis dès le début du jeu pour commencer une saison sont 100 fois plus productifs qu'une twist mise en plein milieu. Et il va falloir que je pense qu'il faudrait revenir à cette source-là parce que ça donnait des bien meilleures saisons que ce qu'on a aujourd'hui, honnêtement. Et donc, malheureusement, la production essaye d'être comme une entité qui joue. La production essaye d'être comme un individu qui joue, qui est un candidat, puis qu'eux autres même mettent des affaires dans le genre. Par exemple, faut qu'il y ait de quoi qui se passe, faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Non, arrêtez! C'est plate, puis je comprends que votre saison était plate, puis comme je dis, il faut que ça soit lié à tout ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant. La qualité des candidats, il faut que ça soit lié à la latitude que vous laissez aux joueurs, mais il faut que ça soit lié aussi avec vos twists. C'est comme une toile d'araignée là, que vous essayez de tisser, puis il faut que ça soit interrelié tout ça ensemble. À partir du moment qu'il y a de quoi là-dedans qui chie, ben ta probabilité que la saison soit de la merde est très grande. Puis c'est ça qu'il faut que tu évites. Il faut que tu sois capable de bien ficeler tout ça pour faire en sorte que ta saison soit bonne et qu'elle soit pas bonne parce que la production a été intervenue non-stop, mais elle soit bonne à cause que tu as des joueurs de qualité qui ont su utiliser les règles en place pour se rendre loin. Et ça, de ce côté-là, Big Brother Célébrité Québec l'a complètement échappé. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, bien honnêtement, ou très peu. Bon. Fait que c'est certain que d'emmener les twists au début, comme je vous dis, c'est plus d'emmener des twists qui sont, je pourrais dire, réfléchis. Le pouvoir de veto est un très gros risque à la saison 3 de Big Brother US. Et pourtant, vous voyez, c'est resté. Depuis les 20 dernières années, le pouvoir de veto est resté dans le jeu actuel. Les gens l'utilisent maintenant partout. C'est la même chose avec le patron. C'est des twists qui étaient risqués, mais c'était des twists quand même réfléchis, de dire ça donne des possibilités aux joueurs, ça donne. Puis, à un moment donné, vous avez eu des joueurs comme Nakomis qui a voulu bypasser le pouvoir de veto en utilisant un plan justement de
de contrôler le nombre de joueurs qui jouaient sur le veto pour éliminer le joueur qu'ils voulaient, ben la production, la saison d'après, a impliqué des nouvelles... ou les 2 saisons après, en tout cas, une saison après. Non, 2 saisons après. Ils ont changé les règles pour s'assurer que ça n'arrive plus. Mais encore là, ils ont changé les règles une autre saison, au tout début d'une saison. Fait que là, ça a été les nominations, pas les nominations, mais ça a été le choix des vétos était aléatoire. Donc, les gens pigeaient ce qu'on a connu aussi à Big Brother Célébrité. Ça, c'est une innovation qui a été apportée, je pense, à la saison 7, mais je suis plus certain si c'était 6 ou 7, mais je pense que c'était 7. Fait que c'était des changements à l'ère Shapiro qui étaient faits pour une saison complète. Et donc, dès le début. Et ça, c'est des twists qui marchent d'habitude. Vous expliquez les règles. C'est un peu comme jouer une game de Monopoly. On vous explique les règles dès le début. Vous les comprenez. Vous jouez. Il n'y a pas 36 000 twists durant le jeu. Vous avez les règles. Puis là, vous êtes capable de vous faire un minding de dire, moi, en tant que personne, comment que je jouerais le jeu avec les règles qui sont en place? Je joue ça de telle façon. Boum. Puis tu joues. Et là, tu te mets entre les mains du joueur son destin. Puis ça, Shapiro le comprenait aux États-Unis, Grunner l'a pas compris. Et c'est pour ça qu'on a des saisons de plus en plus à chier aussi à Big Brother US, malheureusement. Évidemment, puis ça, avec l'ère Grunner, je vais emmener mon troisième point, c'est les twists à double tranchant. Et Grunner, aux États-Unis versus Shapiro, c'est un peu le problème, c'est que la production va intervenir, mettre en place des twists, un peu comme on a eu quand Thomas Jobin avait été patron au milieu du jeu avec 3 nominations, des choses comme ça. Et là, la production met ces twists-là en place en se disant, ben, c'est une twist, là, c'est sûr que ça va provoquer de quoi. Et des fois, c'est à double tranchant. Honnêtement, des fois, ça ne marche pas pantoute. Parce que c'est pas des twists qui ont été réfléchis, c'est des twists pour provoquer. Et des fois, bizarrement, la twist ne fait rien. Ou fait pire. Puis dans le cas de Jean-Thomas Jobin, je pense que la twist d'avoir 3 nominés a fait pire en éliminant Lisande et Claude, alors que si les 2 avaient été nominés, puis qu'il n'y avait pas eu de 3e personne, ou s'il y en a un des 2 qui était nominé contre Maxime Landry, ou à la base, Jean-Thomas Jobin ne voulait même pas les nominer, Claude et Lisande, je pense que Lisande aurait pu être une joueuse qui aurait risqué. Elle aurait peut-être pas survécu cette semaine-là, peut-être que le résultat aurait été le même. Mais les règles auraient fait en sorte que d'utiliser le veto, d'essayer de rallier des votes, de sauver l'autre qui est encore sur le bloc, aurait été beaucoup plus facile que de dire, ben écoute, on est 2 sur le bloc en même temps, puis c'est sûr qu'on peut pas se sauver 2. C'est comme... Fait que des twists de même à double tranchant que tu ne connais pas le résultat, il faut éviter ça. Il faut que tu essaies de construire des twists, comme je vous disais, bâtis dès le début du jeu, que les joueurs sont au courant de la twist et qu'ils sont capables de jouer avec cette twist-là pendant tout le jeu. Après ça, bon, on a... là, je voulais vous emmener sur 2 twists. Les 2 twists qu'on parle un peu plus dans les dernières semaines. La twist de la rédemption, puis Lingot d'or. La twist de la rédemption, je trouve ça exécrable. C'est une façon pour la production de faire comme... Écoute, on manque de joueurs. C'est vraiment ça. Puis on manque de stock pour les dernières semaines. Et c'est une twist qui a été improvisée pour combler ce trou-là. Et c'est une twist qui, en mon sens, ne fonctionne pas aussi tard dans le jeu. Plutôt, oui. Ça, je vous en ai parlé dans un de mes vidéos. Malgré tout, un joueur qui gagne la rédemption gagne rarement le jeu. Honnêtement, c'est comme... c'est arrivé une fois à Survivor, puis c'est tout. Je vous dis pas que ça peut pas arriver. Quelqu'un qui était bien aimé, qui revient, s'il y avait eu Rita Bagan, entre autres, qui serait revenu, qui finalement aurait réussi plein de compétitions, peut-être. Mais tu pars avec un très gros désavantage. Tu pars avec une lacune incroyable en arrière de tout ça. Et donc, la rédemption aurait dû être faite plus tôt, si tu t'amènes la rédemption, mais je pense que la rédemption n'était pas la solution.
Je pense que ultimement, il aurait dû avoir moins de semaines à la base. Ça aurait été un peu plus compressé. Il aurait sauvé de l'argent en plus. Peut-être que c'était pas faisable. Mais là, à ce moment-là, vous auriez pu avoir d'autres types de twists qui auraient fait en sorte que les joueurs n'auraient pas été nécessairement éliminés. Comment imbriquer ça? Je sais que comme à Big Brother 2010, bon, il y avait mis le piton qui faisait en sorte que la personne ne sortait pas. Ça avait créé toute une genre de grosse controverse parce qu'il voulait pas qu'un de le... Quelque part, la production voulait pas perdre un autre favori. C'est un peu ça pareil, là, qui était arrivé à cette époque-là. Et donc, une twist comme ça a toujours l'air d'être... J'essaie de sauver quelqu'un. Puis dans le cas actuel, je pense vraiment que ça a été une twist qui a été faite un peu pour ça, pour essayer de conserver quelqu'un. Et je pense que la production, peut-être, voulait pas aller dans cette direction-là. Mais il y a tellement de joueurs qui sont partis d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils voulaient mettre cette twist-là beaucoup plus tôt, entre autres, ou, la jouer autrement. Mais il y a tellement de joueurs qui ont quitté que malheureusement, cette twist-là est devenue une twist bâclée, rendue à une fin de jeu, qui fait en sorte que malheureusement, les règles sont très difficilement applicables. Puis je reviens avec, parce que j'ai vu un commentaire d'une personne qui m'a dit « Ouais, mais tu sais, le veto, on le veut aux États-Unis, parce que je critiquais le dire, écoute, si la personne gagne le veto, puis c'est la personne qui est pas sur le bloc, elle peut pas enlever quelqu'un. » Puis il y a quelqu'un qui dit « Non, mais aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche, c'est pas grave, la personne n'a pas besoin de jouer son veto, puis elle peut pas jouer son veto. » Là, la personne parlait évidemment des 4 derniers. Oui, mais ça n'a pas été fait dans cette philosophie-là. Puis je m'explique. Quand les gens... aux États-Unis, le compromis des 4 derniers, la personne qui gagne le veto dans les 4 derniers, dans le fond, le fait de ne pas sauver quelqu'un est compensé par un autre pouvoir, d'une certaine façon, et c'est de dire, c'est le pouvoir d'éliminer qui elle veut. Et Big Brother a toujours bien expliqué ça aux États-Unis, de dire... Le pouvoir de veto a beaucoup moins de pouvoir d'une certaine façon dans les 4 derniers quand tu peux pas le jouer. Donc la compensation ultime, c'est de dire ben c'est toi qui décides de qui part. Fait que tu as le plein pouvoir sur la destinée d'un des joueurs ici. C'est exactement comme le dernier patron. Patron dans les 3 derniers décide de qui est éliminé. Et donc c'est pour ça que le titre de patron aux États-Unis, je sais pas comment ils vont le faire ici au Québec, mais le titre de patron se gagne en 3 étapes, rendu dans les 3 derniers. Et donc, ça donne beaucoup plus de poids à ton titre de patron. Faut que tu te sois battu pour gagner ton titre de patron du dernier, parce que l'enjeu est beaucoup plus grand. Puis l'enjeu est aussi de survivre, on s'entend. Mais ça fait en sorte que le veto dans les 4 derniers aux États-Unis, ben, comme je vous disais, fait en sorte que... t'as un pouvoir quand même qui vient avec de dire je choisis qui est éliminé. Le problème de la rédemption par rapport au pouvoir de veto que je vous expliquais la semaine passée, c'est que cette semaine, t'as pas l'opportunité d'enlever quelqu'un du bloc. Et en plus, c'est pas toi qui décides de qui part. Donc, t'as ni un ni l'autre des deux mondes. T'es pas capable d'arriver. Puis ton pouvoir de veto, si évidemment c'est la personne qui est pas nominée qui le gagne, ton pouvoir de veto est pas aussi puissant qu'il devrait l'être. Et c'est là que je critiquais le côté de la rédemption qui donnait l'immunité à un joueur, comme entre autres avec Camille, qui avait gagné la rédemption. Et là, de ce côté-là, mettons que je voudrais upgrader l'idée de rédemption, moi de mon côté. Ben, j'aurais amené la rédemption, mettons qu'on l'applique. On dit, OK, on met la rédemption quand même. Ben, pour moi, la rédemption aurait dû être du sucré-salé. C'est-à-dire, oui, OK, donne-y l'immunité, parce que dans le fond, la personne revient dans le jeu, puis tu veux pas qu'elle soit ciblée tout de suite. Mais si tu lui donnes l'immunité, donne-y une conséquence en arrière. Ou tu lui donnes le choix de tout ça. Donc, par exemple, et là, ça aurait réglé mon problème de veto. Camille, vous lui dites, tu reviens dans le jeu, tu as 2 choix. Soit que tu as l'immunité, soit que tu as ton vote. Mais tu n'as pas les deux. C'est-à-dire que, rendu aussi loin dans le jeu, parce qu'on s'entend que la rédemption a été intégrée très loin dans le jeu. Aussi loin dans le jeu, ton vote a un impact quand même, potentiellement.
Cette semaine, peut-être pas. Mais ton vote a potentiellement un impact. Et là, encore là, je reviens avec mon point de, tu fais confiance à ton joueur. Tu lui donnes le choix. Tu veux-tu l'immunité pour en revenir? Ou tu préfères garder ton vote? Tu peux pas avoir les deux. Et donc là, à ce moment-là, exemple, Camille prend l'immunité, elle dit non, je suis pas safe, je viens de me faire éliminer. Parfait, il n'y a pas de problème. Tu perds ton vote. Là, tu te retrouves avec une situation que la personne qui gagne le veto, si c'est la personne qui n'est pas sur le bloc, elle obtient le pouvoir de dire c'est elle qui décide de qui part. Le patron n'a aucun pouvoir durant cette semaine-là. C'est la personne qui gagne le veto qui a tout le pouvoir d'éliminer qui qu'elle veut. Et tu règles ton problème de rédemption. De l'autre côté, si tu arrives et tu dis non, non, moi je veux pas mon immunité, je pense que je suis capable de bien jouer ou je suis capable de gagner le titre de patron, je prends mon vote. Parfait. La personne, elle peut se faire mettre sur le bloc. Tu règles encore là ton problème de veto. Et c'est une pensée très simple. Et ce qui arrive, c'est que tu donnes le pouvoir au joueur. Ce qui fait en sorte que potentiellement, tu peux mettre le joueur dans la merde, mais c'est son choix. C'est pas toi qui lui as imposé. Imaginez-vous Camille qui fait comme non, moi je me sens safe. L'immunité, non. Ouais, je prends mon vote. Mon vote est plus important. Elle rentre dans le jeu à se faire sortir. Ça aurait été très drôle. Honnêtement, ça aurait été extraordinaire. Tu sais, genre, t'es la joueuse qui s'est fait sortir 2 fois dans la même saison. C'est merveilleux. Moi, à mon sens, ça aurait fité avec Camille. Ça aurait été extraordinaire. Mais peu importe. L'enjeu ici, c'est de donner du pouvoir aux joueurs de décision. Qu'est-ce que tu fais en tant que joueur? Et avec la rédemption, ils l'ont pas fait. Ils donnent pas cette possibilité-là. De ce côté-là, malheureusement, on dirait que. Puis, je voyais les images, c'est ça que j'essayais de chercher là, dans ma tête. On voit la production qui montre les images de la compétition qui s'en vient. Ce qui a aidé Camille, bon, avec Richardson, puis bon, tout. Pourquoi? Pourquoi vous montrez les images? Vous avantagez inévitablement certains joueurs. Qu'on le veuille ou non, vous lui donnez. C'est plate. Quand tu es dans l'inconnu, tu vois de quoi le joueur est capable. Il montre les images et comme on va teaser. Mais dans le fond, il montre ça parce qu'il essaie de remplir les épisodes. Pas nécessairement pour faire en sorte que les joueurs deviennent tout à coup bons, extraordinaires dans la compétition. Ils ont besoin de stock parce que le show, il manque de stock. Puis de montrer les images, entre autres, c'est un mauvais move. Comme ça, parce qu'en ne montrant pas les images, que Richardson soit intervenu ou non, Camille aurait pu être désavantagée. Richardson est intervenu, Camille a été avantagée. Mais c'est de la faute à la production. La production n'a pas fait en sorte de dire tout le monde est sur un pied d'égalité. Vous savez pas sur quelle compétition vous allez tomber. Exactement comme un patron. Vous arrivez pour votre titre de patron, vous ne savez pas la compétition qui va être devant vous, si vous allez être bon, vous allez être mauvais. C'est plate, c'est comme ça. Fais avec. Puis là, à ce moment-là, ben, faut que tu gères dans ta tête de dire, OK, ben, c'est un titre de rédemption de patron. Il faut que va falloir que je repense à toutes les compétitions dans le passé, puis j'essaie de me dire que je vais être bon. Puis c'est random, puis rendu là, la production peut agencer un peu la compétition comme elle veut pour arriver puis faire en sorte que elle peut favoriser un peu une personne qu'elle veut voir revenir. Qu'on le veut ou non, ça serait ça. Finalement, les lingots d'or. Les lingots d'or, je pense que ça a une certaine connotation par rapport à Survivor, par rapport aux tokens qui ont été intégrés dans Winners at War. Et honnêtement, je trouve pas que c'est une mauvaise twist. Mais c'est une twist encore là qui n'a rien à faire dans le jeu aussi tard dans le jeu. C'est une twist qui est faite juste pour essayer de créer des choses. Mais on le voit que ça crée des choses. Ça crée de la merde, ça crée de la paranoïa. Imaginez-vous une twist comme ça, implantée dès le début. La twist est bonne, en mon sens. Pas nécessairement comme eux autres l'ont faite, mais elle est bonne. Puis qu'est-ce que j'aurais changé par rapport à cette twist-là? Imaginez-vous que, un peu comme au Winners at War, les lingots puissent t'acheter des choses. Donc, tu as ta place, mettons, en finale, potentielle, que tu pourrais acheter. Mettons, à 8 lingots, 9 lingots, peu importe. Mais tu pourrais avoir un veto que tu aurais acheté, ou une immunité pour une semaine, avec 4 lingots. Pourquoi pas?
t'aurais un éventail. Les tokens à Survivor amènent cette dynamique de jeu-là. Je pense qu'à Winners at War, ça a été mal exploité. Il y a juste eu Tony Vlacho, en mon sens, qui a exploité ça d'une façon extraordinaire. Il y a un épisode qui est dédié à comment Tony Vlacho gère les tokens. C'est incroyable, c'est merveilleux, c'est épique. C'est d'ailleurs pourquoi il méritait pleinement de gagner, à mon sens. Mais les lingots auraient pu emmener une dynamique très haute dès le début du jeu. Si c'est intégré dès le début. Sauf que la production a dû se dire « Oh, on n'aura pas besoin de ça, ils vont faire le show. » Malheureusement, c'est un des genres de twists qui aurait dû être mis dès la première semaine. Et à ce moment-là, t'as beau être allié avec des gens, tu veux pas que les gens accumulent des lingots. Alors que d'autres gens veulent des lingots, parce qu'ils sont dans la merde, parce qu'ils sont en problème ou autre. Et là, moi, ce que je ferais, c'est que la gestion des lingots par rapport à ta propre alliance, par rapport à l'alliance adverse, est intense. Mais moi, ce que je rajouterais de step par rapport aux lingots, c'est de dire, quand tu es éliminé, exactement comme Survivor avec les tokens, ben, tu peux prendre tes lingots et les donner à quelqu'un. Et là, ça amène une dynamique extraordinaire au jeu de Big Brother. Parce que, évidemment, je trouve que des lingots, bon, les accumuler, ça commence à être un peu too much, là. Mais imaginez-vous la gestion stratégique derrière les joueurs de dire, attends un peu, moi, si j'élimine tel joueur, le gars, il a déjà 2 lingots. Juste pour nous faire chier, il peut-tu arriver prendre 2 lingots, les donner à quelqu'un qu'on haït, puis la personne va avoir assez de lingots pour s'acheter une place en finale? Et là, ça commence à devenir de la gestion de dire, faut pas que la personne donne les lingots à telle autre personne. Préférablement, il faudrait qu'elle les donne à quelqu'un qui n'a pas de lingots. Et là, il faut que tu amènes toute cette dynamique de lingots-là qui rentre dans la stratégie. Fait que tu peux blindsider quelqu'un qui est de ton bord simplement pour gérer cet aspect-là. Ou tu peux amener aussi même l'aspect de dire un joueur qui veut partir mais qui a des lingots, tu veux l'éliminer puis dire écoute, donne-moi les lingots à la limite, là, tu sais. Et puis là, ben, à ce moment-là, c'est comme moi, mais moi, je suis plus ton ami que l'autre qui n'est pas vraiment ton ami. Et là, ça crée de la merde. Imaginez-vous quelqu'un qui se serait battu pour les lingots d'Emmanuel Auger. Non, mais moi, je t'aime, Emmanuel. Moi, j'ai toujours été avec toi, puis moi, je suis prêt à t'éliminer. Je le fais de cœur, mais dans le fond, moi, je te garderai parce que je t'aime. Donne-moi tes lingots. Ça aurait été très beau, ça aurait été extraordinaire. Mais les lingots étant embarqués tellement tard dans le jeu, encore là, parce que la production n'a aucune crise d'idée de qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'ils essayent de sauver un show qui est en train de couler. Ils essayent de sauver, ou en tout cas de le maintenir à flot. On va dire ça de même. Je pense pas qu'il coule, mais il se maintient à flot. Et le problème des lingots, c'est ça, c'est que ça a été intégré trop tard. La rédemption, trop tard. On dirait que la production a été comme 5 semaines endormie. Fait que, ouais, la fin de ce show-là va être prévisible, hein? Ah! Puis là, ils ont été de même, là, endormis. Puis ils n'ont pas essayé de créer des revirements, des twists qui auraient pu très tôt dans le jeu. Comme je vous dis, dans la première, deuxième, troisième semaine. Honnêtement, là, on voyait déjà la tendance à la deuxième semaine. Là. On commençait déjà à avoir une tendance. On pouvait se dire, OK, ça peut changer. Puis, à la troisième semaine, c'était clair. Là. La tendance était très, très claire. Tu sais, je veux dire, objectivement parlant, Varda allait se faire éliminer sur Marie-Chantal Toupin cette semaine-là si Marie-Chantal ne quittait pas d'elle-même parce qu'elle était alliée avec les autres, avec l'Alliance dominante. Fait que ça démontre à quel point l'Alliance dominante avait la main mise sur le show complètement. Il me semble que à ce moment-là, tu cogites de faire comme OK, faut péter ça, faut trouver une façon de vraiment péter ça. Puis de créer quelque chose, des revirements de situation très tôt. Parce que comme je vous dis, j'aime pas l'intervention de la production. Je déteste l'intervention de la production en plein milieu de jeu. On aurait pu pardonner le fait que, bon, c'est la première saison, ils voulaient pas embarquer une twist de fou direct dès le premier épisode. Peut-être. Mais quand tu vois qu'il y a une tangente qui est prise par les joueurs, qu'il y a certains joueurs qui se plaignaient de dire « Oh, moi, je veux retourner chez nous. » Emmanuel Auger, de ce qu'on en comprend, Varda, il voulait tout quitter. Maxime Landry voulait quitter très tôt. Mais quand tu vois cette tangente-là, essaye de rajouter quelque chose qui fait en sorte que ça peut provoquer de quoi dans la tête des joueurs. Puis tu fais comme, attends un peu, j'ai bien beau être ami avec telle personne, mais man, je veux
pas qu'il ramasse les lingots, je veux pas que d'autres personnes transfèrent des lingots à une autre personne, je veux pas que... Et là, ça rajoute un niveau de gestion incroyable. Dans Survivor, ils ont atteint ça, mais je pense que pour une première saison, ils savaient pas trop quoi faire avec les tokens. Je pense à part Tony Blatchot qui l'a bien joué. Tu as eu Nathalie aussi Anderson qui a très bien joué ses tokens. Mais à part de ça, je pense que les autres joueurs ont eu comme de la misère un peu avec ça. Peut-être qu'il y aurait eu de la misère avec l'intégration de lingots dès le début, mais clairement, il y avait de quoi à faire avec les lingots. C'est une twist qui a le potentiel de creuser cette twist-là et d'emmener quelque chose d'autre. Mais clairement, il fallait que les règles par rapport aux lingots changent. Il fallait qu'il y ait des choses qui soient attachées directement aux lingots et il fallait que les lingots puissent être transférables. Mais rendu à ce stade-ci du jeu, je comprends qu'ils ne pouvaient plus le faire. C'est plate, mais c'est comme ça. Parce que c'est... qu'on le veuille ou non, c'est comme de donner une finale gratuite à quelqu'un. C'est pratiquement ça. Le monde ne se battront pas nécessairement pour ça. Puis, à ce stade-ci, les lingots, je pense, ont été contre-productifs. On rajoutait un niveau de paranoïa, peut-être un niveau de spectacle que la production cherchait pour finir sa saison. Peut-être, là, un minimum. Ils sont allés chercher vraiment le strict minimum avec ça. Mais je pense que c'est une twist qui aurait été bien plus intéressante avec d'autres règles qui étaient liées à ça beaucoup plus tôt dans la saison. Fait que ça résume un peu toutes les twists, toutes les façons de faire. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Écoutez, il est 4h20 du matin, fait que j'ai fait de mon mieux. Mais vous voyez un peu les éléments qui auraient pu être améliorés facilement et qui auraient pu amener un meilleur gameplay, une meilleure saison, en mon sens. On aurait peut-être eu une saison de merde pareil. Peut-être. Mais on aurait réduit les risques de beaucoup juste en faisant ces petites modifications-là ou en pensant différemment par rapport à la saison. Et c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je vous laisse là-dessus. On se dit à la semaine prochaine quand la twist de la rédemption va finir. Je peux pas croire qu'elle finira pas. Et elle va être en arrière de nous autres. Et qu'on va avoir un portrait vraiment clair de qui peut s'attaquer à la finale. Et là, à ce moment-là, on reviendra sur les joueurs. Je vous dis une excellente journée. Prenez soin de vous autres et à la prochaine. Bye bye.